Je suis Loïc Hamelin, je suis chef de projet au sein de la Direction Générale Exploitation chez SNCF Réseau, je coupe mon téléphone, à DGEC Solutions. Aujourd'hui, je vais vous présenter le... C'est mieux sans le masque. Je vais vous présenter le projet et l'outil grâce auquel on essaie de faire rentrer l'open source à la SNCF. Voilà, bon ça c'est pour la phrase d'introduction. Donc on va commencer par une expérience utilisateur. Je pense que tout le monde a pris le train. Vous êtes convaincus comme nous que le train c'est une bonne chose, de prendre le train c'est une bonne chose par rapport à la voiture. Vous faites un Lyon-Paris par exemple, ou Clermont-Ferrand-Paris au hasard. Et on arrive sur le quai, on cherche notre voiture, on monte dans le TGV où on a une place à attribuer et puis on se sent en sécurité, on ne se pose même pas la question, on file jusqu'à Paris et au bout de 2 heures en partant de Lyon, eh bien on est déjà à Gare de Lyon. Donc comme 2 milliards de voyageurs par an, il vous arrive de prendre un des 15 000 trains qui circulent chaque jour sur les 36 000 km de voies. Et sachant qu'en plus de ces trains de voyageurs, on a aussi des trains de fret qui transportent 88 millions de tonnes de fret par an. Alors comment on en est arrivé là? Comment on fait pour faire Paris-Lyon en 2 heures, Lyon-Paris en 2 heures? Ça implique quoi? Et d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ça implique 10 ans de travail, 10 ans d'anticipation, 10 années pendant lesquelles on a une flopée de logiciels de conception et de simulation qui travaillent, avec des personnes évidemment qui les utilisent. On va analyser différents scénarios d'infrastructure, différents scénarios de services de transport. Et puis on fait des études quantitatives et qualitatives sur ces différents scénarios. Et généralement, ça aboutit à des investissements ferroviaires très lourds. Le ferroviaire, on ne sait pas compter en dessous du million d'euros, généralement. C'est un peu compliqué. Et puis, ça implique de nombreux acteurs, des autorités organisatrices de transport. Pour les Parisiens, c'est Île-de-France Mobilité ou le STIF. Ça peut être les régions dans le reste de la France. Voilà. Il y a des bureaux d'études qui travaillent, il y a d'autres entreprises ferroviaires que la SNCF. L'ouverture à la concurrence, elle ne date pas de ces dernières semaines, elle existe depuis déjà plusieurs années. Et puis il y a des gestionnaires d'infrastructures. Donc nous, SNCF Réseau, on est le principal en France, mais il y en a d'autres. Et puis il y a d'autres gestionnaires d'infrastructures européens. Voilà. Et tout ça, on manipule au final, on fait on simule des scénarios et puis on décide d'évolution d'infrastructure ou de plan de transport et tout ça c'est financé par de l'argent public et par les citoyens. Donc 10 ans avant que le train ne roule, il y a de nombreuses études qu'on appelle des études d'exploitation qui auront été réalisées pour aider à prendre des décisions. On essaye que ces décisions soient le plus objectives possible et pour rendre le système ferroviaire sûr, performant et de notre point de vue rentable et attractif, évidemment. Or, les outils qu'on utilise actuellement pour réaliser ces études d'exploitation, ils sont fermés. Donc ils fonctionnent comme des boîtes noires, c'est un problème assez classique. Et il existe une variété, un grand nombre d'outils propriétaires. Et généralement, ils ont été conçus pour répondre à une problématique spécifique d'un territoire. Ça peut être un outil espagnol, allemand, italien, français. Et ça répond aux spécificités de la nationalité de l'éditeur. Et on a souvent besoin de développement particulier pour le rendre compatible avec un nouveau système d'information, si on veut l'intégrer dans notre système d'information, si on veut permettre des échanges de données entre des applications. Donc le coût, comme je vous l'ai dit, en ferroviaire, on ne sait pas faire en dessous du million d'euros. Le coût des logiciels, il suit cette règle aussi. C'est généralement, je ne vais pas citer de nom, mais 1 million d'euros de licence par an pour un logiciel de simulation, c'est pas rare. Et donc, en plus, c'est des boîtes noires. Et les résultats, ce qui sort de ces boîtes noires, on ne sait pas trop, en fait, parce qu'on ne maîtrise pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vous rappelle, on prend des décisions d'investissement à plusieurs dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions d'euros avec des produits de sortie de boîtes noires, avec des résultats qui sont ni comparables, ni auditables. Et les conclusions, des fois, sont parfois même antinomiques. Un logiciel va donner un résultat, un autre va donner un autre résultat.
Donc, le problème, c'est comment on fait pour savoir quel est le meilleur choix d'investissement ou est-ce que les meilleurs choix d'investissement ont été faits. Comment savoir s'il n'y a pas une meilleure solution, moins coûteuse, plus performante. Après tout, comment on peut être sûr que Paris-Lyon ne pourrait pas se faire en 1h30 ? Bon, là, je vais révéler un secret. Non, c'est pas possible actuellement, mais voilà. Donc ça restera 2 heures pour un petit moment. Et on pourrait très bien imaginer des solutions qui respectent mieux l'environnement, avec un tracé plus respectueux de la nature et plus économique. En bref, en tant que financeur ou simple citoyen, comment savoir si mon argent est utilisé à bon escient ? Si je n'ai pas les moyens de comprendre ou je n'ai pas le droit de regard sur ce qui est fait avec mon argent. C'est là qu'on pense que l'open source a son rôle à jouer. Parce qu'en effet, l'open source répond en partie à des problématiques. En particulier, l'open source y répond à des enjeux d'ordre politique, économique, technique et même énergétique ou environnementaux, selon. Politique parce qu'il répond aux besoins de transparence. On a besoin d'expliquer ce qu'on fait. On a besoin que ce qu'on produit comme résultat, comme plan de transport, ce soit transparent, compréhensible et explicable, que chacun puisse le vérifier. On a besoin d'uniformiser parce que les standards actuellement dans le ferroviaire, ils peinent à s'imposer dans le secteur. Donc chaque logiciel a son standard, on n'arrive pas à uniformiser tout ça. L'open source, ça répond à un enjeu économique. Je ne parle pas de réduction de coûts des licences, c'est pas ça ce qui nous intéresse, c'est parce que si on fait de l'open source et si tout le monde se penche sur la question, on peut avoir une meilleure utilisation du réseau qui permettra de réduire les coûts d'exploitation et de possession du réseau. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de rendre le monde ferré encore plus attractif. L'open source répond aussi à des enjeux techniques parce que le partage permet l'évolution. Si on publie le code et que tout le monde regarde, on peut le maintenir, on peut le faire évoluer. Et enfin, au niveau environnement ou énergie, on peut accélérer avec l'open source, on pense qu'on peut accélérer la transition énergétique en valorisant le transport ferroviaire. Mais nous, on doit le faire, par contre, en conservant ou en améliorant notre performance industrielle. On a des vrais objectifs de performance industrielle. Et enfin, notre dernier argument qui tient pour l'open source et qui tient dans la loi de Bill Joy, je ne sais pas si elle est connue, mais en gros, ça dit que qui que vous soyez, Google, Amazon, tout ce que vous voulez, ou même Deject Solutions, aussi fort où oui, Google et Deject Solutions dans la même phrase, c'est possible. Qui que vous soyez, en fait, les meilleurs, ils travaillent pour les autres. Donc le but du jeu, c'est de fédérer une communauté de contributeurs qui travaillaient jusqu'alors dans leur coin. C'est ainsi que, convaincu par ces arguments aussi forts, on a décidé de se lancer dans l'aventure de l'open source pour créer notre outil de nouvelle génération. Donc c'est bien beau de décider de se lancer dans la démarche. Encore faut-il convaincre l'entreprise de s'y engager. Donc comment on engage l'open source la SNCF dans une démarche open source, sachant que vous la connaissez aussi bien que moi, l'entreprise elle n'a pas forcément une image d'entreprise qui est acquise à la cause de l'open source et que son métier, spoiler, c'est pas du tout le logiciel non plus, la SNCF, et que sa culture, encore une fois, c'est pas celle de l'open source. Au départ, moi-même, je ne connaissais pas grand-chose à l'open source, voire même rien. Enfin, j'étais assez débutant sur le sujet. J'avais bien le sujet du simulateur qui me trottait dans la tête depuis plus de 10 ans, on va dire. Et puis, j'avais quelques solutions techniques à proposer, mais en fait, ça ne répondait pas aux enjeux politiques qu'il y a derrière, quoi. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait une rencontre d'un directeur qui est là, voilà. Vous pourrez lui poser des questions après. Donc Bertrand Houzel qui est juste là et qui croyait fort à l'open source et qui m'a dit ok, tu fais ton logiciel mais on le fait open source. Donc moi j'ai sauté sur l'opportunité parce que je pensais qu'il y avait un intérêt, mais l'open source c'était presque une contrainte pour moi. Et en
en fait, cette contrainte, elle est devenue de plus en plus une fonction du projet. À tel point que maintenant, Bertrand évidemment défend l'open source, mais moi je le défends aussi. Et puis très vite, j'ai acquis la conviction que l'open source allait pouvoir apporter une réponse politique qui manquait au projet de simulateur. À tel point que je suis presque sûr que le projet n'aurait pas de sens s'il n'était pas open source. Voilà, parce qu'un simulateur, on sait le faire. On l'a même fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. On l'avait déjà fait, mais en fait, il ne répondait pas aux enjeux politiques et ils ont été abandonnés. Enfin, là, c'est des choses que j'ai appris très récemment. Et en fait, le fait qu'il soit open source, je pense qu'il répond aux enjeux politiques et qu'il a sûrement de grandes chances d'être pérenne. Alors, comment on a fait pour passer ce projet open source? Alors, on était une toute petite équipe. Il y en a une partie là qui est dans la salle et qui contribue fortement au projet. Et on a conçu gentiment, tout doucement, avec les budgets qu'on essayait de grappiller à droite à gauche. On a conçu et développé une solution, puis on l'a publiée. Voilà. La stratégie du fait accompli. Voilà, donc je cite Amel qui vient de nous rejoindre. Merci Amel. Voilà, on a développé, on a publié, et puis le code était en open source. Alors on n'a pas fait n'importe quoi, on a fait, sachant qu'il n'y avait aucun secret industriel dans ce qu'on publiait, on a fait le choix de le publier directement. Cette stratégie qui s'impose jour après jour sans avoir besoin de demander l'autorisation, quoi. Jusqu'à ce que ça devienne en fait un non-sujet pour tout le monde. C'est une évidence, OSRD, c'est un projet open source, point. Donc quand on en parle dans l'entreprise, OSRD, c'est un projet open source, et puis plus personne pose de questions. Alors pour faire ça, on a d'abord analysé ce qui était partageable, un socle sur lequel on pouvait travailler en collaboration avec nos confrères, nos homologues ou nos compétiteurs même. Et c'est là qu'on arrive au terme de coopétition. Merci Amel. Donc c'était assez simple. Le cœur des sujets, le cœur du simulateur, il se base sur le principe fondamental de la dynamique de Newton et des méthodes d'intégration numérique. Et il y a encore des nombreux spécialistes dans le secteur qui pensent que ce sont encore des secrets industriels. Alors que Newton est mort depuis 300 ans quand même. Euler 300 aussi, Runge-Kutta ça date d'il y a une centaine d'années. Enfin voilà, il n'y a plus du tout de secret industriel. Dans n'importe quel papier, on trouve somme des forces égale MA, et puis on sait faire l'intégration numérique depuis un moment. Donc on construit l'outil jour après jour, et au fur et à mesure de son aspect, son aspect open source s'impose à nos différents interlocuteurs. Aujourd'hui, on a à peu près le soutien de l'entreprise. On ne va pas dire que c'est gagné. Enfin, il y a encore du travail, mais je pense qu'on est en train d'obtenir le soutien de l'entreprise. Et on fait un travail de fourmi pour convaincre chaque interlocuteur. Donc selon les interlocuteurs, financeurs, partenaires, contributeurs aux clients, on actionne des leviers différents pour les convaincre, les rassurer, les embarquer dans le projet. Donc les financiers, on leur dit qu'on va économiser ou gagner de l'argent. Le côté innovant, ça permet d'attirer des profils qu'on ne sait pas attirer à la SNCF. Au niveau de la performance, on démultiplie la force de développement. Puis au niveau politique, encore une fois, on restaure la confiance auprès des partenaires et des citoyens. Voilà. Donc depuis le début, je vous parle d'OSRD. Qu'est-ce que c'est OSRD quand même? Parce que ça veut dire Open Source Railway Designer. Et d'abord, il faut avoir l'idée que c'est un outil qui est en construction, comme les projets open source. Enfin, on ne l'a pas livré, clé en main, et puis on a juste à le télécharger et l'utiliser. Il est encore en construction. On a commencé à le publier il y a 1 an. Et il a pas mal évolué. On arrive à des trucs qui sont assez intéressants maintenant. Puis il va évoluer encore beaucoup dans les mois et les années à venir. Et puis j'espère qu'il évoluera aussi grâce aux contributions externes, qu'on ne sera pas tout seul à le développer. Donc, comme j'ai expliqué, on utilise la physique de Newton pour décrire le mouvement d'un train et être capable
de calculer des horaires entre deux gares, par exemple. On fait un Paris-Marseille, on a une description fine de l'infrastructure avec les longueurs, les pentes, les rampes, les rayons de courbure, les vitesses limites. On a la capacité du matériel roulant à accélérer. On a des caractéristiques dynamiques, de résistance à l'avancement, des frottements. On met tout ça dans somme des forces égale MA, encore une fois, et on est capable... Alors les physiciens, ils sont dans 4e rang. Là, si vous avez des questions précises sur les formules, vous leur poserez après. Et on a le résultat du temps de parcours. Merci, je vois le signe, j'arrive. Et on a le temps de parcours entre Paris et Marseille. On est capable de le faire comme ça 10 ans à l'avance. Donc OSRD, c'est un outil de nouvelle génération et de simulation pour la conception ferroviaire. Donc on a 6 modules d'infrastructure, de matériel roulant, de grilles horaires, de simulation. J'en oublie 2, c'est pas grave. Et pour faire toutes les études qu'on fait, je vous rappelle, 10 ans avant, les études de grille horaire, de débit, de dimensionnement d'infrastructure, d'exploitabilité, de stabilité même des plans de transport, avant qu'il y ait des perturbations en opérationnel. En fait, on teste ça et on regarde si le plan de transport est capable de résister. Avec plus ou moins de réussite, mais voilà, on essaye de savoir si le plan de transport va être robuste aux aléas ou résilient même. Voilà, notre ambition, c'est qu'OSRD soit un outil modulaire, avec une architecture orientée service. On le développe pour qu'il soit performant, simple d'utilisation et universel, et qu'il devienne un standard. Notre défi, c'est qu'il devienne le logiciel de simulation reconnu pour tous les acteurs ferroviaires. Et vous l'avez compris, c'est en grande partie grâce à l'open source qu'on compte réussir ce défi. En plus d'une baisse significative des coûts de développement, il offre à chaque citoyen aussi la transparence nécessaire pour comprendre et évaluer les choix d'investissement public. Donc la première version open source est publiquement disponible sur GitHub, la plateforme de développement logiciel. Et la performance de l'outil dépendra ensuite du nombre et de la qualité des acteurs qui contribueront à le faire évoluer. On travaille avec d'autres acteurs européens pour qu'ils soient associés au projet. Et c'est pour aller dans ce sens qu'on étudie actuellement l'opportunité de la création d'une fondation open source pour le ferroviaire, une fondation open source spécifique pour le ferroviaire, et qui pourrait voir le jour en début d'année prochaine. Si vous voulez faire partie de l'aventure, contact@osrd.fr, et je crois que je boucle quasiment dans les temps. Je vous remercie, et je voudrais faire un merci spécial qui est écrit tout en bas, mais que vous avez forcément, vous n'êtes pas forcément passé à côté des magnifiques photos. Arnaud, il est au fond de la salle, et c'est lui qui a pris, c'est un conducteur de train, et on était collègues il y a une dizaine d'années sur la ligne C, voilà, et donc je suis tombé par hasard sur ces photos il y a 3 semaines, un mois. Je dis, c'est ça ce que je veux pour la présentation. Donc merci Arnaud pour ces magnifiques photos. Voilà. Alors on a 2 minutes de questions, voilà. C'est pas mal. On est large. Allons-y, envoyez la purée. S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Moi j'en ai, moi t'inquiète. Ah, t'en as ? Bah vas-y, je t'en prie. Si, il y a une question là. Ah voilà. Non, Amel, c'est pas du jeu. Alors Loïc, j'ai une question. Donc tu parles de formules et de choses qui ont 300 ans, plus vraiment de secret industriel. Néanmoins, il y a des acteurs qui se font de l'argent dessus, il y a des éditeurs qui proposent des solutions autour de tout ça. Que vont devenir que fais-tu de cet écosystème d'éditeurs auquel avenir tu leur prévois, tu leur prédis Alors c'est vache parce qu'on n'avait pas révisé cette question-là. Non, on n'avait pas révisé. Moi, j'ai pas envie de les tuer. Ils apportent, ils ont un savoir-faire. On a choisi une licence qui permet à chaque éditeur de développer, d'amener sa plus-value sur le socle. On a un socle, encore une fois, qui, à mon sens, n'apporte pas une valeur énorme, mais qui est le cœur du logiciel de simulation. C'est le calcul du temps de parcours avec l'intégration numérique. C'est un peu chiant à développer, enfin, ça, on ne vous dira pas le contraire, mais par contre, il n'y a pas de secret industriel.
Par contre, et ça, on n'a pas envie de le payer, et tout le monde, au niveau mondial, on utilise le même socle de calcul. Donc ça, on se le partage, on contribue là-dessus tous, et par contre, s'il y a un éditeur qui est capable d'apporter des solutions innovantes, qui apportent de la valeur, avec la licence LGPLV, non, aucun des... Merci du soutien. Enfin, on a une LGPL quelque chose. V2, hein. Ouais. En fait, ça permet justement que chaque éditeur puisse apporter de la valeur au logiciel en ayant le cœur qui est identique pour tous les logiciels. On va attendre une dernière petite question. Bonjour Richard, merci pour la présentation. Le logiciel, vous avez défini des exigences au niveau de vos besoins. Et donc vous allez avoir des contributions extérieures qui vont arriver et qui vont mettre leurs besoins à eux. Mais peut-être que les deux besoins ne vont pas s'entendre ou en tout cas se rencontrer. Donc en termes de gouvernance, par rapport aux évolutions du logiciel, qu'est-ce que vous avez décidé? Vous avez décidé de laisser tout faire, ou alors peut-être d'avoir un système un peu dirigiste, où vous allez accepter ou pas des évolutions qui viendraient de contributeurs, mais qui ne sont, à vos yeux, pas utiles à votre futur logiciel? Alors c'est une très bonne question qu'on se pose. Et, on a une partie des réponses avec la Fondation. La Fondation va gérer un petit peu les histoires de gouvernance, mais pas la gouvernance des projets. Les projets resteront... on a beaucoup parlé de souverain là, dans le salon, mais pour l'instant, la gouvernance du projet, on la laisse... c'est le projet qui gère tout seul ses contributions. Alors, si nous, on est SNCF Réseau, donc en France, si on a une contribution d'un Chinois, par exemple, qui veut faire son propre système de signalisation, normalement, tel que c'est conçu, on doit pouvoir coexister. Je dis bien normalement. Après, s'il y a des évolutions pour que ce soit compatible au niveau mondial, on le fera. Enfin, je pense qu'on le fera. Enfin, c'est pas... Encore une fois, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur le socle minimum et que chacun prenne ensuite chez lui et les fasse évoluer chez lui pour ses propres besoins. Ou s'il a envie de contribuer, par exemple, si c'est un autre gestionnaire d'infrastructure européen qui veut développer le système de signalisation européen, donc qui sera utile pour tout le monde, là, évidemment, il n'y a aucun problème, on acceptera la contribution. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais je crois que je suis obligé de m'arrêter. Et puis de toute façon, avoir ce genre de problème, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a des contributeurs à l'extérieur. Exact. Donc c'est ce genre de problème qu'on aime bien avoir. Merci. Merci beaucoup, Loïc. Merci beaucoup. Là, c'est le